Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Hein, quittez ici. Voilà, mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, hein, quittez ici. Mettez-vous en ligne, hein, quittez ici. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez-le massivement. Partagez le direct dans les groupes, sur vos murs. Invitez vos amis à regarder le direct. Partagez, partagez, partagez. Et n'oubliez pas, ça va? N'oubliez pas de me donner mes étoiles. Hein. Donnez-moi mes étoiles, hein, quittez ici. Donnez-moi mes étoiles, hein, quittez ici. Donnez-moi mes étoiles, on va quitter ici. Hein? Ne soyons pas avares, entrez dans nos vivants. Partageons. Hein? C'est une manière aussi de faire. Hein? Dieu aime. Dieu dit en cas partagé. Hein? Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Donc si tu as quelque chose que tu peux donner des étoiles, mais pourquoi tu hésites? Il faut donner. Hein? C'est l'amour de ton prochain. On n'attend pas l'église ou la mosquée pour faire un don. On peut donner un don sur Internet, dans la vie active, hein, en passant, quelqu'un qui est là, tu peux lui donner quelque chose. Voilà, donc on peut donner don partout, que ce soit à la mosquée, que ce soit à l'église, que ce soit dans la rue, que ce soit sur Internet. On fait des dons partout. Voilà, donc on fait des dons en donnant des étoiles. Donner des étoiles, en quitter ici. L'incontournable. Claude Tekou, big up à vous. Momo Watra, big up à vous. Sekou Sankara Kone, big up à vous. Fafana, big up à vous. Seogo Abdul Karim, big up à vous. Big up à tous et à tout. Alors nous allons passer aux choses sérieuses sans trop tarder. Alors, Nguessan, Roger Mouna, Allah, big up à vous. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien. Docteur Modon, appelez-moi Goubou, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, el padrino, Kamari, Dezoula, Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra, chers parents, chers amis, chers frères, pour parler de ce qui se passe en Ukraine. C'est très important et donc nous allons faire le bilan, le briefing, ainsi que la tension entre l'Occident et la Russie concernant cette histoire de Kaliningrad, entre Kaliningrad et la Lituanie. C'est très important. Voilà, donc nous allons parler de tout ça. Merci à la personne qui vient de me donner les 75 étoiles. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos familles. Voilà, c'est comme ça. Quelqu'un vient de faire un geste de bonne volonté. Alors, faites-en. Hein? Faites aussi ce même geste, c'est très important. Alors, mais les choses avancent sur le terrain, c'est très important. La situation spéciale sur le terrain avance comme il se doit. Donc, des gens se posent des questions, mais pourquoi la Russie n'arrive pas à prendre le Donbass automatiquement? Et que l'armée russe, si c'était l'armée américaine il y a longtemps, cette affaire était déjà résolue. Voilà comment les gens y raisonnent. Je dis bien, des gens se posent des questions. Mais ça fait quand même au moins, ça fait maintenant 4 mois. Et puis, les hostilités ont été lancées, ont été déclenchées. Comment se fait-il que la Russie, depuis là, n'a pas encore envahi l'est de l'Ukraine, n'a pas encore pris possession? Et donc, des gens commencent à douter de la capacité de l'armée russe. Des gens se posent des questions, mais est-ce que la Russie est une puissance? Est-ce que la Russie, devant les États-Unis, est-ce que la Russie peut tenir? Écoutez-moi. Ouvrez les yeux. La Russie est une vraie dangereuse puissance militaire. Voilà, il n'y a pas son égal dans ce monde. Je vous le dis. Je vais vous dire pourquoi ça prend du temps. C'est très important. D'abord, au début des hostilités, les forces russes étaient éparpillées partout. Ou bien vous n'avez pas suivi. De la manière les forces russes étaient éparpillées,
Aucun pays européen, je dis bien aucun pays européen ne peut déclencher des hostilités pour déployer une telle force. Donc la Russie avait déployé des forces à 1000 km de trucs de longueur. Est-ce que vous comprenez? 1000 km de longueur. C'est-à-dire en commençant par le sud jusqu'à vers Kiev, ça faisait 1000 km le tour, tout autour de trucs de l'Ukraine. Donc, quel pays en Europe qui peut déclencher des hostilités envers un autre pays pour élargir un front de 1000 km? Mais c'est comme ça la Russie a fait. Avec combien de nombre de soldats? 180 000 soldats. Est-ce que vous comprenez même? 180 000 soldats sur un front de 1000 km. Il n'y a que la Russie seule qui fait ça, qui est inférieure en personne. Infériorité humaine, mais sur le terrain qui est efficace. Vous savez, l'armée ukrainienne, combien de personnes l'armée ukrainienne fait? Vous savez combien de soldats il y a au sein de l'armée ukrainienne? Les Ukrainiens, ils sont 700 000 soldats. Au début, avant que les hostilités ne commencent, ils étaient 700 000. Face à la Russie, 180 000. Donc, vous voyez que la balance est du côté des Ukrainiens. C'est-à-dire, en nombre, ils avaient assez de militaires que les Russes. Et les Russes, quand ils ont commencé les hostilités, ils ne se sont pas concentrés sur le Donbass. Ils ont élargi le front sur au moins un périmètre de 1000 km. Donc, de Kiev jusqu'à vers Kherson, c'était trop large. Et les forces russes n'étaient pas nombreuses. C'était au moins 180 000 personnes qui devraient mener cette opération sur tout ce front-là. En face, les Ukrainiens, ils étaient 700 000 personnes aidés par les Occidentaux, aidés par les pays membres de l'OTAN, aidés par des mercenaires. Donc, ça veut dire, si on veut ajouter les mercenaires, parmi les soldats ukrainiens qui étaient 700 000, le nombre, si on veut ajouter les mercenaires, on veut ajouter des spécialistes des pays membres de l'OTAN, et qu'on veut ajouter la mobilisation nationale ukrainienne. N'oublions pas ça. Parce que l'Ukraine avait mobilisé toute la population ukrainienne de 18 ans à 60 ans d'aller au front. Et donc en Ukraine, quand les hostilités ont commencé, il n'y avait plus de trucs de civils. Tous ceux qui avaient 18 à 60 ans, ils n'étaient plus des civils. On les voyait comme des civils, mais c'était des gens en armes. Ils étaient au front. Donc si on veut les calculer, on peut dire en face, il y avait des millions de soldats face à 180 000 soldats russes. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a que la Russie dans ce monde capable de mener une telle opération en étant en infériorité humaine. C'est très important. Aucun autre pays dans ce monde n'a jamais fait cela. Tous les pays qui attaquent les autres pays, ils vont avec des milliers de soldats en masse pour attaquer. Parce qu'ils disent que celui qui attaque, il doit être supérieur à celui qui est attaqué. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. Mais cette histoire d'autour de 1000 km, ça a duré 1 mois. Et c'est suite à ça, la Russie s'est retirée du côté de Kiev. Ce n'est pas Kiev qui a chassé les troupes russes. Parce qu'il faudrait que les gens le sachent. C'est la propagande occidentale qui fait croire que non, les Russes ont été chassés de Kiev. Non, ce n'est pas Kiev qui a chassé les Russes. Ce sont les Russes qui sont partis de leur propre gré. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ils sont partis pourquoi? Parce qu'il y avait eu des négociations entre Ukrainiens et Russes en Turquie. Et les Ukrainiens ont dit, bon, faut pas, les Russes vont mettre un revolver sur le temple et négocier avec eux. Et donc, pour voir si les Russes sont sérieux, qui se retirent des environs de Kiev. Poutine a dit, ok, si c'est le cas, il donne l'ordre à son armée de quitter dans l'oblast, c'est-à-dire dans les régions de Kiev. C'est comme ça l'armée russe s'est retirée
des environs de Kiev et le nord de l'Ukraine, pour ne pas que Kiev ne soit menacé. Suite à ça, ils ont créé cette histoire de Boucha et puis Irpin pour dire il y a eu des morts, il y a eu génocide. Et en même temps, les anglo-saxons ont demandé aux Ukrainiens de rompre les négociations qui étaient en cours. L'objectif, ils ne voulaient pas parce qu'un accord devait être signé. Zelensky, il voulait céder le Donbass et la Crimée à la Russie. Mais les anglo-saxons ne voulaient pas. Ils voulaient utiliser l'Ukraine pour combattre la Russie. Pensant que avec ça, ils vont affaiblir l'armée russe et ils vont affaiblir la Russie. Donc, ils ont engendré cela. Et suite à ça, ils ont dit, l'Ukraine n'a qu'à rompre toute négociation avec la Russie. Et c'est ainsi que les négociations ont été rompues. Donc, depuis ce jour-là, il n'y avait plus de négociations. Il n'y a plus de négociations entre Russes et Ukrainiens. Est-ce que vous comprenez? Et la propagande a commencé à dire, bon, les Ukrainiens ont chassé les Russes de Kiev, ils ont chassé l'armée russe. Mais non, ils ne disent jamais la vérité, que c'est l'armée russe qui s'est retirée de son propre gré. Il faudrait que ça soit clair. Et quand l'armée russe s'est retirée, elle commençait par Kharkiv, jusqu'à l'est et au sud. Après, ils ont dit, bon, ils vont concentrer leurs forces sur l'est de l'Ukraine pour libérer l'Ukraine. Donc, le deuxième mois des opérations, les Russes se sont retirés de Kharkiv pour concentrer leurs forces dans les deux régions, Donetsk et Lugansk, pour les libérer et les protéger. Et donc, le deuxième mois des trucs, 2 mois après, le troisième mois là, les opérations étaient concentrées sur les deux régions, Lugansk et Donetsk. Mais toutes les forces de l'Ukraine, puisque les autres parties de l'Ukraine n'étaient plus menacées, puisque les autres endroits de l'Ukraine n'étaient plus menacés, qu'est-ce que l'Ukraine a fait? Elle a envoyé toutes ses forces dans l'est de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ses soldats aguerris, tous les mercenaires de l'OTAN, les gens étrangers, tous ceux qui sont partis. Parce que je vous signale que l'Angleterre a donné 3000 soldats professionnels, c'est-à-dire 3000 soldats de l'armée anglaise qui sont là-bas, qui sont à l'est, qui combattent, qui sont avec les trucs. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Angleterre a donné 3000 soldats, sans compter les soldats américains, sans compter les soldats français, sans compter les soldats canadiens, sans compter les soldats polonais, sans compter les soldats roumains, lituaniens, lettons, suédois, finlandais. C'est moi qui veux compter. Les soldats turcs, en tout cas, chaque pays membre de l'OTAN ont donné chacun des forces spéciales. Et derrière ces forces spéciales, ils disent non, ce sont des légions étrangères. Parce que pour les faire rentrer, ils ont fait comprendre à Zelensky de lancer un appel. Comme quoi, il n'a qu'à lancer un appel pour tous ceux qui veulent former une légion étrangère pour venir aider l'Ukraine. Et c'est sous ce synonyme qu'ils ont fait rentrer leurs forces spéciales comment on appelle ça, en Ukraine. Et donc, ils sont couverts, ces gens-là sont couverts par cette histoire de légions étrangères. Est-ce que vous comprenez? La preuve en est que la Russie a déjà arrêté des forces spéciales américaines, ils les ont montrés. Mais ces gens-là, ils étaient en exercice aux États-Unis, ils sont dans l'armée américaine. Est-ce que vous comprenez? Ils les ont arrêtés. Ils ont éliminé beaucoup de Canadiens qui étaient actifs, qui étaient encore toujours au sein de l'armée canadienne. Et donc, quand on vous fait comprendre que non, c'est l'armée ukrainienne seule qui fait face à l'armée russe, c'est du n'importe quoi. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. C'est une coalition internationale qui est là-bas, au sein de l'Ukraine. Et donc, l'Ukraine a envoyé la masse de son armée à l'est
Parce que les Ukrainiens savent que c'est là-bas les Russes veulent le prendre. Mais ça fait 8 ans qu'ils ont creusé des tunnels partout à l'est. Dans ces deux régions, ils ont creusé des bunkers. Ils appellent ça les checkpoints, des lignes de défense. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, les Russes ne peuvent pas avancer aveuglément. Ils ont été aidés par les Occidentaux, des architectes occidentaux, qui leur ont montré comment ils devraient creuser des trous, des gros trous bétonnés, et se cacher là-bas, se positionner pour attendre l'armée russe au cas où. Donc, dans les différents endroits, ils ont creusé des bunkers. Donc, c'est une région bunkerisée, Atia. C'est une région bunkerisée. Donc, les soldats ukrainiens, ils se taillent, ils sont dans des trous, et puis ils mènent la bataille. Mais les Russes, pour avancer, ils doivent les chasser dans les trous là. Ils doivent les chasser dans les trous. Ce ne sont pas des gens qui combattent sur des terrains libres où il n'y a pas de cachette et puis on dit non, corps à corps. Non. Là-bas, là, c'est une question de bunker. Chaque bunker. Et puis, ils ont fait des trucs, des petites fenêtres. Ils sont là-bas avec des armes lourdes, ils attendent. Donc, ce n'est pas facile. Il faut les déloger dans leurs trous. Et c'est ce que les Russes font. Et donc, ça prend du temps. Et il faut maintenant la propagande. Oh, ceci, cela, la Russie n'arrive pas à envahir. Mais non, la Russie avance. Mais l'armée ukrainienne n'existait plus. Les armes ce sont les Occidentaux qui alimentent l'Ukraine en armes. Sinon, la Russie détruit toujours les armes ukrainiennes. À chaque fois que ça arrive, la Russie détruit. Si c'était la Russie seule, l'Ukraine seule, mais il y a longtemps, les Ukrainiens, ils n'allaient même plus avoir d'armes. Ils allaient prendre peut-être des machettes pour aller au front. Est-ce que vous comprenez? Mais si aujourd'hui, ils ont encore des armes, des trucs, des avions, ceci, cela, c'est parce que à un moment donné, les Occidentaux misent le paquet. Les Américains ont déjà misé 50 milliards de dollars d'armement. C'est-à-dire, tous les pays africains unis, leur budget de défense, c'est comme ça. Les Américains, ils dépensent sur les Ukrainiens 50 milliards. Ce qui dépasse même le budget militaire français. Par an. Est-ce que vous comprenez? Parce que le budget militaire français, c'était 45 milliards. Mais les Américains ont déjà donné 50 milliards. Sans compter les autres pays qui ont donné. Et donc, si on veut voir clair, c'est-à-dire en 4 mois, l'Ukraine a déjà utilisé au moins 60 milliards ou 55 milliards d'armes face à la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas une petite affaire. La Russie fait face à une force coalisée. Qu'est-ce que les Ukrainiens ils n'ont pas? Ils leur ont donné des missiles anti-navires. Pour mettre ça sur les côtes, ce sont des missiles anti-navires des pays membres de l'OTAN pour cibler les navires russes. Donc, ils ont déjà tout. Ils leur livrent des systèmes de défense aérienne. Quand les médias occidentaux ils disent ah, la Russie n'a même pas encore neutralisé, ils ne disent pas la vérité. La Russie, dès les premiers jours, a neutralisé les systèmes de défense aérienne en truc ukrainienne. Mais les Occidentaux continuent à envoyer des milliers de systèmes de défense. C'est de ça qu'ils devraient parler. C'est-à-dire quand la Russie bombarde, ils envoient. Quand la Russie détruit, ils envoient seulement. Ça coule, ça vient. Et après, derrière, ils font la propagande. Ah, la Russie ne maîtrise pas le ciel. Elle ne maîtrise... Donc, vous comprenez la propagande. Ils ne disent pas que non, la Russie a déjà détruit les systèmes de défense aérienne ukrainiens, mais que c'est ce que les Ukrainiens ont en ce moment-là, c'est nous, Occidentaux, qui avons livré ça aux Ukrainiens. Ils ne disent pas ça. Ils disent non, la Russie n'arrive pas, comme si, depuis le début, la Russie n'a pas encore réussi à détruire tout ce que l'Ukraine avait comme défense aérienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'écoutez pas leur propagande. Malgré leur coalition, la Russie avance à terre. Parce qu'ils ont fait du chantage des armes occidentales. Ils ont dit l'Occident a les meilleures armes du monde. Et que la portée des armes occidentales dépasse la portée des armes russes. Mensonge. Ça aussi, ne vous laissez pas berner pour ça. Pas ça.
Ils ont dit non, les armes occidentales, ils allaient faire la différence. Parce que ce sont des armes qui ont eu une précision. Là où ils lancent ça, c'est là-bas ça va. Et que les missiles russes ne sont pas des missiles qui sont précis. Les Russes ont des vieux missiles. Et ils font ce genre de propagande. Mais depuis qu'ils donnent les armes, environ 55 milliards d'armes là, pourquoi ça n'a rien changé sur le terrain? Je pose des questions. Puisque les armes qui rentrent là-dessus sont des armes occidentales, non? La Russie n'a même pas encore demandé des armes chinoises, des armes iraniennes, des armes indiennes ou des armes coréennes. La Russie utilise ses propres armes. Donc ce sont des armes russes face aux armes occidentales. La technologie russe face à la technologie occidentale qui s'affrontent sur le terrain ukrainien. Malgré ça, la Russie a de l'avantage. La Russie lance 50 000 à 60 000 obus par jour. Est-ce que vous comprenez? 50 à 60 000 obus par jour. Aucun pays membre de l'UE ne peut lancer de tel nombre d'obus pendant un mois et avoir encore une réserve de munitions. Est-ce que vous comprenez? La Russie lance 50 à 60 000 obus par jour. Ça veut dire si vous calculez, en un mois là, ça fait combien? En un mois, ça fait combien d'obus que la Russie lance? Quel pays occidental qui peut tenir face à une telle cadence? La France, qui a doublé en Europe, disant que non, elle est la meilleure puissance militaire européenne, ne peut pas tenir à ce rythme-là 50 000 à 60 000 obus par jour pendant un mois. France, elle ne peut pas tenir. À moins de 2 semaines, elle va dire non, elle n'a plus de munitions. Je vous le dis. C'est là on voit si un pays est puissant ou pas. Parce que il ne s'agit pas de dire on est puissant en avion, on a des trucs en nucléaire. Mais non, pendant une guerre conventionnelle où tu n'as pas d'alliés, c'est-à-dire tu n'as pas d'aide militaire d'un autre pays, tu es seul face à des milliers de pays et tu fais front face à eux. C'est là on voit si tu es puissant ou pas. Et c'est ce que la Russie montre. Et la Russie ne manque pas de munitions. Elle ne manque pas de munitions. Elle frappe chaque jour. Au contraire, même, elle commence à multiplier, même, elle augmente le nombre d'obus. 70 000 obus par jour. Et les pays occidentaux, qui se disent membres de l'OTAN, ceux qui composent l'OTAN, ils pleurent, ils n'ont plus de munitions chez eux. Eux-mêmes qui ne sont pas, c'est-à-dire, la guerre ne se passe pas, même sur leur propre territoire, hein. Ils pleurent déjà, ils n'ont plus de trucs d'obus. Ils veulent maintenant rentrer en économie de guerre. Comme si ça se déroulait dans leur propre pays. Tellement ils manquent d'obus, alors ils veulent tout confisquer pour concentrer ça sur l'armée, pour demander à l'armée, produisez parce que là, ça nous manque. La Russie même qui est en opération spéciale n'a pas encore déclenché une économie de guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Eux, ils sont en opération spéciale en Ukraine. Vous avez fait coalition. Malgré ça, là, ils n'ont pas encore déclaré une guerre officielle. Ils n'ont même pas encore mis leur pays en état d'économie de guerre. Et puis, ça va. Mais vous, qui n'êtes pas, hein, vous, qui ne faites pas la guerre sur votre propre territoire, vous vous plaignez déjà de manque de munitions. Vous criez déjà, vous voulez passer en économie de guerre. Quand on voit ça, on voit que l'OTAN a longtemps berné les gens en disant que non, le budget de l'OTAN est plus élevé que le budget de la Russie. Et que la Russie est pauvre. Mais là, en Ukraine, on voit maintenant, votre budget qui est plus élevé là, on voit que malgré la somme colossale que l'OTAN utilise, l'OTAN n'arrive pas à suivre le rythme de cette opération spéciale face à la Russie. Malgré l'argent qu'ils misent dans leur budget militaire pour faire vivre l'OTAN, voici une situation. Les pays membres de l'OTAN n'arrivent pas à suivre. Ils veulent encore augmenter le budget parce que le budget qu'ils avaient là, malgré que c'était gonflé et que le budget militaire russe est peu,
leur budget là, ils voient maintenant que non, ça ne suffit pas. Et qu'il faut multiplier ça par 3. Vous comprenez maintenant? Pour au moins arriver au niveau des Russes, en fait. Pour arriver au niveau des Russes, qui eux, ils ont un petit budget militaire, mais qui leur permet de suivre la cadence. Les Européens qui ont un gros budget militaire, ils voient que non, malgré la somme qu'ils utilisent là, ça ne suffit pas. Alors ils veulent multiplier ça par 3 pour pouvoir suivre au moins les Russes. Donc quand vous voyez ça, vous comprenez que la Russie n'est pas un petit pays. C'est une force de frappe tranquille qui ne se comporte pas comme un État voyou de la manière les Occidentaux ils se comportent. Si la Russie voulait être un pays impérial et conquérir le monde entier, qui allait les arrêter? Les Occidentaux n'allaient même pas pouvoir les arrêter. S'ils voulaient se comporter comme des voyous à travers le monde, déstabiliser les États, ils allaient le faire. Personne n'allait les arrêter. Mais c'est parce qu'eux, ils ne le font pas. Ils ont beaucoup laissé les Occidentaux agir. Ils ont laissé les Occidentaux mélanger le monde. Depuis 90, quand l'URSS est tombée, les Occidentaux se sont déclarés des messagers de Dieu. Ceux que Dieu a envoyés pour redresser l'humanité tout entière. En imposant une démocratie à chaque peuple du monde. Quiconque ne veut pas se soumettre à la démocratie est une cible. Ils doivent le détruire, l'anéantir ou asphyxier, économiquement parlant, le peuple de ce pays. 30 ans qu'ils ont régné dans le désordre, pendant que la Russie cherchait à se relever. Eux, leur ambition, ils avaient un message de Dieu, ils se croyaient comme s'ils étaient des messagers de Dieu, ils étaient des trucs, comme on appelle ça, des prophètes. Hein? À qui Dieu a envoyé sur la terre pour rétablir l'ordre. Et leurs bouches étaient partout. Dans n'importe quel pays, la démocratie, les élections ne sont pas transparentes. Ceci, cela, ils étaient partout. Maintenant, Poutine dit ça suffit. À un moment donné, vous avez régné sur le monde que vous aviez connu hier, où vous étiez là, hein, en train de régner, imposer votre démocratie, là, ce monde-là est révolu. Ce nouveau monde dans lequel nous sommes, la Russie ne va plus vous laisser faire n'importe quoi. Poutine a été clair. Il dit l'ancien monde est terminé, mais si vous ne comprenez pas que c'est terminé, vous allez rester en arrière. Suivez le nouveau monde parce que le nouveau monde, la Russie ne va plus vous laisser faire n'importe quoi dans ce monde. Il faudrait que ça soit clair. Donc les Africains devraient soutenir Poutine. L'opération spéciale de Poutine. Poutine n'a jamais colonisé un pays africain. Il n'a jamais bombardé un pays africain. Il n'a jamais fait un coup d'État en Afrique, dans un pays africain. Il n'a jamais soutenu une rébellion en Afrique pour massacrer d'autres Africains. Il faudrait que ça soit clair. Parce que les Africains qui ne comprennent pas. Je dis bien que ça soit au temps de l'URSS jusqu'à la nouvelle Russie ou bien au temps de SAR. Les Russes n'ont jamais soutenu une rébellion pour verser le sang de d'autres Africains. Il faudrait que ça soit clair. Les Russes n'ont jamais partagé l'Afrique pour dire tel endroit de l'Afrique est une zone d'influence de la Russie des SAR, de l'URSS ou bien de la Russie nouvelle. Il faudrait que ça soit clair. La Russie n'a jamais assassiné un chef d'État africain disant que non, lui là, il ne nous plaît pas, il est contre les intérêts russes, donc on va lui mettre une balle dans la tête. La Russie n'a jamais fait cela. Et donc, les Africains doivent comprendre, ceux qui font ça là, vous les connaissez. Ceux qui pratiquent une telle politique, les Noirs, les Africains les connaissent. C'est à eux de voir quels sont ceux qui ont mené une telle politique depuis la nuit des temps. Mais en tout cas, à ce que je sache, la Russie n'a jamais fait de telle politique en Afrique. Donc, les Noirs qui soutiennent là, sachez soutenir. Parce que j'ai vu des vidéos, hein, les Africains doivent choisir leur camp. Quel camp? Il y a longtemps, on est dans un camp et ce camp-là ne nous fait pas avancer. Il y a longtemps, on est dans le camp occidental et le camp occidental ne nous fait pas avancer. Il n'y a que famine.
hein, des pays enclavés, des pays qui n'avancent pas, des pays du tiers-monde. Les gens meurent sur l'eau, les requins les bouffent, parce que tout simplement, nos pays n'avancent pas parce qu'on est dans un camp. Et ça, ce camp-là, c'est le camp occidental. Mais à un moment donné, quand il va à la pêche, et que tu es quelque part, la maison n'arrive pas à prendre du poisson, mon frère, bouge, va pêcher quelque part, peut-être là-bas, là, tu vas attraper un gros poisson. Maintenant, voilà encore une autre opportunité. On dit, le monde change. D'autres nous proposent une autre vision du monde. Nous, on a déjà vécu dans l'ancienne vision du monde, ça ne nous a rien apporté. Mais tentons la nouvelle vision du monde pour voir. Si ça ne nous apporte rien, on saura quoi faire. Là, on sait qu'au moins on a tenté. La première vision, ça ne nous a rien donné. La deuxième, ça ne nous donne rien. Nous-mêmes, on va créer maintenant notre propre vision. On ne doit pas rester là dans une vision archaïque qui ne propose rien. À part les guerres, les coups d'État, les rébellions, le pillage, à un moment donné, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. Que tu sois africain, dès lors que tu te sens africain, tu dois soutenir l'opération spéciale de la Russie. Est-ce que c'est clair? Alors, donc, sur le terrain, il y a une petite île qu'on appelle île au serpent. Ça est entre la Crimée et ça est entre la Crimée et Odessa. C'est une petite île qui est au milieu. Dès les premiers jours de l'opération, la Russie avait pris le contrôle de cette île. Cette île est très importante. Pourquoi? Parce que quand tu contrôles cette île, les bateaux qui vont rentrer dans le port d'Odessa ou bien dans le port de Nikolaev, tu as un droit de regard sur ces bateaux-là. Tu peux les arrêter, tu peux, voilà. En fait, quand tu es sur cette île-là, il y a une grande partie de la mer que tu contrôles, qui est sous ton contrôle directement. Et donc, si les navires qui vont dans l'autre port ou bien de l'autre côté, tu peux contrôler ces navires. Tu peux même bloquer son aval pour dire, bon, je suis ici, il ne faut pas un navire va passer ici. Et les navires ne peuvent pas alimenter le port d'Odessa ou celui de Nikolaev. Et donc, les Ukrainiens, ils veulent, coûte que coûte, prendre le contrôle de ce port, de cette île. L'objectif, débloquer le port d'Odessa, en fait. Est-ce que vous comprenez? Débloquer le port d'Odessa. Et donc, ils sont soutenus par les Anglais, par les Américains et par les Turcs. Puisqu'ils disent que comme les Russes contrôlent là, ça menace directement les navires qui vont quitter Odessa ou Nikolaev pour faire le transit de leurs céréales et consorts. Et donc, pour eux, prendre le contrôle de cette île, ça permettra aux Ukrainiens de pointer des missiles anti-navires. Ces missiles occidentaux, les planter là pour menacer directement les navires russes qui se trouvent en Crimée. Et dans le port de comment on appelle ça, de Mariupol, parce que le port de Mariupol a été déminé, il y a des navires maintenant russes qui sont là-bas, pour les menacer directement. Et donc, s'ils prennent le contrôle de cette île, ils vont pousser les navires russes à s'éloigner, à être très loin. Ils vont placer des systèmes de défense anti-aériens pour empêcher tout avion russe de s'approcher des côtes d'Odessa ou de Nikolaev. Et ainsi, ils pourront avoir le contrôle de la mer Noire. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les navires de l'OTAN pourront rentrer pour faire ce qu'ils ont envie de faire. La fois passée, ils ont lancé deuxième tentative. Parce que la première tentative, ça avait été un échec. Il y a eu une deuxième tentative. Vous avez appris qu'il y a eu une plateforme pétrolière russe qui a été frappée par un drone Bayraktar turc. C'était pas un site militaire, c'était une plateforme. C'est-à-dire, vous savez, au milieu de la mer, on construit des trucs et puis on fait du fourrage dans des trucs du pétrole ou du gaz. Voilà, c'était un truc comme ça, il y avait 12 personnes qui étaient là-bas. Pourquoi les Ukrainiens se sont appris à ça?
ils ont lancé une attaque. Et ils ont voulu faire un débarquement. Ils étaient 400 personnes. 400 militaires ukrainiens. Mélangés avec des militaires des pays membres de l'OTAN. Il y avait un drone américain. MQ. Voilà. Le drone que les Iraniens avaient abattu. Leur gros drone. Dernier truc. Voilà. C'était dans l'espace aérien ukrainien. Entre l'Ukraine et la Roumanie, à la frontière, qui volait à haute altitude. Et ce drone donnait la position des soldats russes sur l'île et envoyait les coordonnées à ceux qui allaient lancer, l'offensive. Mais comme ce drone était dans l'espace aérien entre l'Ukraine et la Roumanie à la frontière, les Russes ont détecté ça avec leur radar. Mais ils n'ont pas abattu ça parce que ça n'a pas franchi l'espace aérien ukrainien pour venir dans l'espace aérien ukrainien ou bien venir du côté russe. Donc ils n'ont pas abattu, mais ils voyaient le drone américain qui donnait les informations aux Ukrainiens et à ceux qui préparaient l'offensive. Mais je tiens à vous dire que les Ukrainiens ont laissé 400 personnes, 400 soldats avant-hier. C'est la mer Noire les a bouffés. Ils ont voulu faire un débarquement des avions, des drones. Ils ont coordonné en fait avec des missiles côtiers. Donc ils ont lancé des bombardements. D'autres étaient dans des petits navires. Ils venaient débarquer sur l'île pour livrer un combat, une bataille terrestre. Affronter le reste des soldats qui étaient sur l'île. Et l'aviation ukrainienne bombardait, mais les Russes ont dégainé ces avions avec les systèmes de défense aérienne. Ces avions, beaucoup sont tombés. Ils ont perdu beaucoup de drones. Ils ont perdu 400 soldats ce jour-là. Alors, il y a un drone qui a échappé et qui allait s'apprendre à cette plateforme pétrolière qui se trouve dans la mer Noire. Voilà. Entre la Crimée et cette île au truc. Donc il y avait du fourrage que les Russes faisaient là. Donc ce drone s'est appris aux gens qui travaillaient là-bas à bombarder cet endroit. Donc il y a eu 5 blessés, 5 blessés et puis je ne sais pas si c'est 2 morts et puis les autres sont portés disparus. Voilà. Et donc, ils n'ont pas encore été retrouvés, ils étaient 12. Donc, voilà. Donc, il y a eu deuxième échec ukrainien sur l'île. Je ne sais pas pourquoi ils sont têtus, ils veulent coûte que coûte prendre l'île. Premier jour, ils avaient échoué, ils ont perdu des milliers de soldats. Cette fois encore, ils ont perdu 400 soldats. Avec des drones, des avions de guerre, ils ont perdu. Ils veulent coûte que coûte débloquer le port d'Odessa par la force. Vous avez tenté premier jour, deuxième jour, ça n'a pas marché. Laissez négocier. Non, ils veulent utiliser la force militaire pour prendre le contrôle, pour montrer aux gens que oui, l'Ukraine est capable de débloquer le port avec ses soutiens occidentaux. Mais non, vous n'allez pas réussir. Ça sera toujours un échec pour vous. Est-ce que vous comprenez? En dehors de ça, Severodonetsk, il reste uniquement l'usine. C'est dans l'usine maintenant ça se passe. Il paraît que les Russes ont pénétré maintenant l'usine. Et donc la bataille se passe au sein de l'usine. Cette fois-ci là, Poutine n'a pas dit non qu'à les entourer. Il n'a pas dit faut pas aucune mouche va sortir. Il dit rentrez là-bas, cherchez-moi c'est rare. Rentrez là-bas, cherchez-moi ces gens-là. Et donc Atia, les Keken ont dit Kadyrov, Vladimir, ils disent ok au Gadavou, on va pénétrer là-bas. Donc la bataille se passe dans l'usine. Bon, l'usine est grande, hein, est grande. C'est pas un petit truc, hein. C'est une usine de 6 km². Donc 6 km quand même, c'est pas petit, hein. Atia c'est grand. Voilà, donc pour libérer une usine de 6 km avec des bétons armés, des trucs, des gros fers, des aciers et tout, il faut du temps. Donc la bataille se passe au sein de l'usine. Et donc, centimètre par centimètre que les Russes vont avancer.
Déjà, ils ont déjà entouré la ville. Donc, les Ukrainiens ne peuvent plus sortir. Ils ne peuvent plus sortir pour fuir. Si tu veux sortir, il faut nager maintenant. Si tu es devenu marin, bon, parmi eux, s'il y a des marins qui sont là-bas, ils ont encore l'air tenus, eux, ils peuvent s'échapper. Mais ceux qui ne sont pas marins, qui ne savent pas nager, c'est la mort ou soit ils se livrent. D'autres ont commencé à se livrer. Hein. D'autres ont rendu les armes. Ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bouddhisme. Ils se sont rendus. Il y a d'autres qui sont têtus. Bon, ceux qui ont fait les tatouages bizarres, vous les connaissez. Avec les mercenaires. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de mercenaires. Parce que l'Ukraine ne voulait pas que ça tombe, cette ville. Severodonetsk, ils ne voulaient pas que ça tombe. Et donc, quand les Russes ont lancé l'offensive là, ils ont envoyé beaucoup de mercenaires en renfort, c'est-à-dire des Occidentaux, soi-disant, ils sont des grands spécialistes, des grands experts, hein, des tacticiens qui ont déjà fait la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Somalie. Donc, ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Ils les ont envoyés là-bas. Tiens, il y a blocus maintenant autour d'eux. Ça se passe là-bas. Soit ils se rendent, et ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Poutine a dit ça. Il dit que c'est la peine de mort qui les attend. C'est la peine de mort. Ils sont conscients, mais ils vont quand même là-bas. Ah! C'est-à-dire, s'ils battent tu peux et puis on t'attrape. Tu connais déjà ton sort. Non seulement tu vas au goulag, en Sibérie, la fraîcheur, tu vas connaître la fraîcheur. En dehors de ça, maintenant, ils vont s'occuper de ton cas. Ils le savent, mais quand même, ils vont. Bon, je sais, il y a beaucoup d'argent, on leur promet beaucoup d'argent, et ceux qui veulent devenir riches vite, ils vont quand même, parce qu'il y a le jeton. Hein, donc, ce sont des gens qui vont pour de l'argent. D'autres, ils vont là-bas par idéologie. D'autres, ils vont là-bas parce qu'ils sont membres des forces spéciales de l'OTAN. Et donc, ce sont les pays de l'OTAN qui les envoient là-bas pour lutter contre la Russie au nom de la démocratie. Oui, oui, 2 mercenaires américains ont été arrêtés. Ils ont dit qu'ils vont les exécuter. Les États-Unis disent non, non, non. Hein, qu'il faut les considérer comme prisonniers de guerre. La Russie a dit non, non, non. Les mercenaires ne sont pas reconnus dans les trucs de Genève en tant que prisonniers de guerre. Et donc, ils vont les exécuter. Les Américains, ils disent non, c'est pas bien. C'est pas bien, mais vous les amenez là-bas, pourquoi? Si c'est pas bien, mais demandez-leur de quitter l'Ukraine, c'est tout. Ouais. Eux-mêmes, ils savent que leur sort est déjà connu, mais quand même, ils vont. On te dit, si on t'attrape là, tu ne vas pas être considéré comme prisonnier de guerre parce que tu n'es pas ukrainien. On va te traiter comme il se doit. Comme un mercenaire. Et un mercenaire, on l'exécute. Ils sont conscients, mais ils vont quand même. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à leur sort. Ils sont prêts à subir le sort que Poutine leur réserve. Je pense que c'est clair. Donc, la deuxième ville, Lysychansk, ça est maintenant sous le fait des bombes. Parce que cette ville est une ville stratégique, elle est montagneuse. Donc, elle est en haut, elle est en hauteur. Atia, les combats se déroulent maintenant auprès d'une montagne. Si la Russie prend cette montagne, prend le contrôle de cette hauteur-là, c'est fini pour la ville. Ils vont pénétrer la ville. Et donc, d'ici une semaine, les combats vont arriver au sein de la ville de Lysychansk parce que les bombardements sont tellement intenses que les Ukrainiens même, ils ne savent plus où ils sont. Maintenant, il y a une nouvelle offensive sur Kharkiv. Puisque les Occidentaux disent oh, les Ukrainiens ont chassé les Russes à Kharkiv. Atia, il y a maintenant une offensive. Pourquoi cette offensive? Je vais vous le dire. L'offensive a lieu en ce moment parce que tout simplement, Zelensky est parti à Kharkiv et il a constitué là-bas un bataillon qu'on appelle un bataillon Kraken. Kraken pour remplacer les néo-trucs, le bataillon d'Azov. Et donc, ils ont la même idéologie, ils ont la même manière de fonctionner. Donc, cette ville allait être épargnée. Mais malheureusement, comme Zelensky a créé ce bataillon, il a dit qu'il n'a qu'à créer ce bataillon pour défendre la ville. Oh, Poutine, c'est à cause de ces gens-là, il est en opération spéciale là-bas. Donc, il a donné l'ordre à son armée
de libérer maintenant Kharkiv. De rentrer à Kharkiv pour mater ces gens qu'ils ont créés qu'on appelle Kaken là. Parce que la Kharkiv allait être épargnée. Zelensky, il veut montrer quoi? Il dit non, créer un bataillon Kraken pour remplacer le truc bataillon d'Azov parce que le bataillon d'Azov a été décimé. Les Russes sont en train de les mater. Et donc, ils ont créé encore truc. Poutine a dit, bon, c'est dans la ville là que, bon, on va lancer une offensive là-bas. Donc, Kharkiv est sur une offensive russe en ce moment où je vous parle à Tia. En ce moment où je vous parle, une offensive est lancée là-bas en ce moment. Zelensky, il est dépassé. Parce que si Kharkiv tombe, Kiev, on n'est pas loin de là. Kiev est juste à côté. Est-ce que vous comprenez? Or, la Russie s'était retirée de ce côté-là. Mais c'est lui-même qui pousse les Russes à attaquer les villes. À quoi bon déplacer des néo-nazis dans une ville, sachant bel et bien que cette ville n'est pas loin de la Russie, et c'est à cause de ceux-là, la Russie est là-bas fait l'opération spéciale. Ils sont quittés là-bas dans la ville. Dis Dieu merci, mais tu les places là-bas. Je ne sais pas si une folie le prend encore pour dire non, il crée un autre groupe néo-nazi à Kiev, mais Kiev sera attaqué aussi. C'est-à-dire, il faut mettre ton armée nationale régulière dans ces endroits-là. Il ne faut pas mettre ces gens-là pour lesquels Poutine est sur ton territoire. Il ne faut pas les mettre là-bas et puis affirmer ça au grand jour et pousser les médias à faire des tapages pour dire non, ceux-là, c'est des guerriers. Ceux-là, ils relâchent rien. C'est eux qui vont défendre. Mais attends, quand c'est comme ça, là, ben, ils vont attaquer là-bas. Donc, Kharkiv est sous le feu de la Russie. Et la Russie commence à élargir encore les fronts. La Russie commence à élargir les fronts. Donc, le statut que l'Union européenne a donné à l'Ukraine en tant que candidat membre de l'UE, vraiment, je me pose des questions. Est-ce qu'ils vont accepter réellement l'Ukraine? Parce que quand les parties nécessaires, la partie qui est riche sera envahie par la Russie, et la partie qui n'est pas riche va être là. Qu'est-ce que l'Union européenne va dire encore? Est-ce qu'ils vont accepter ces pays membres de l'UE? Est-ce qu'ils vont accepter à prendre une partie de l'Ukraine pauvre? Ils vont dire non, on ne peut pas. Parce que les zones industrialisées, la Russie est en train d'envahir ces zones. Où il y avait les grandes usines, la mer partout, la Russie est en train de prendre le contrôle de ces endroits-là. Maintenant, l'endroit qui reste là, il n'y a pas de grande chose. Et puis, c'est très très stratégique les endroits où les Russes prennent. Parce que la Russie avait perdu sa capacité à produire les porte-avions. C'est en Ukraine, les porte-avions étaient fabriqués. Dans les ports ukrainiens, c'est là-bas, les porte-avions étaient fabriqués parce que l'Union soviétique avait construit ces endroits-là pour pouvoir fabriquer les porte-avions. Maintenant, le fait de voir la Russie prendre ces ports, ça va permettre à la Russie d'avoir la capacité de produire les porte-avions en utilisant la technologie de l'URSS, de l'Union soviétique. Est-ce que vous comprenez? C'est très très stratégique en fait. Et puis les gros avions Antonov qui étaient produits par les Ukrainiens et tout. Mais il y a des villes où ces avions étaient produits et que la Russie n'arrivait pas à produire. Mais la Russie, en reprenant ces villes-là, aura maintenant la capacité de reproduire ces mêmes avions. Donc la Russie, ce qu'elle mène comme opération spéciale, elle mène ça aussi pour autre chose, une idée, une autre idéologie technologique. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y avait des pièces que l'Ukraine fabriquait pour livrer à la Russie. Mais comme les deux pays ne s'attendaient plus, l'Ukraine a cessé de livrer ces pièces. Et il y a des villes où ces pièces étaient produites. Mais la Russie, en prenant ces villes, aura maintenant la capacité de reproduire ces pièces avec les Ukrainiens qui restent là-bas. Là. Les scientifiques et les Ukrainiens qui vont rester dans ces... Ils vont dire, écoutez, relançons les usines. Là. Et toi, tu sais faire quoi? Toi. Et chacun va se déclarer. Ah, Galet qui est là-bas, là, si tu sais faire quelque chose, mais tu vas tout de suite te dire, ah, je sais faire ça. Ah oui, on dit, bon, passe à ce poste. Ce que tu sais faire, ils vont nous montrer. Et puis, ils vont commencer. Ah oui, mais c'est une technologie ukrainienne. Ceux qui fuient, beaucoup ils savent.
Maintenant, il y a d'autres qui vont rester, qui savent aussi. Donc, ceux qui vont rester, qui connaissent là, les Russes vont les utiliser pour dire, hey, toi, tu sais faire quoi? Ils vont dire, ah, il dit, bon, il y a le jeton, il y a l'argent. Ce que tu sais faire, il faut montrer. Tout de suite, ils vont te mettre au travail. Et donc, ce qui manquait à la Russie va produire ça. Dans les parties où la Russie est en train d'envahir. Donc, c'est très important. Ça va augmenter aussi la capacité militaire de la Russie et la capacité technologique de la Russie dans d'autres domaines. C'est ce que beaucoup ignorent. Mais c'est ça la vérité. C'est une vérité absolue. Et les Américains ont transmis certaines technologies aux Ukrainiens parce qu'ils pensaient que c'était acquis. Ils pensaient que c'était déjà un truc. Donc, les Occidentaux ont transmis beaucoup de savoir à certains Ukrainiens. Or, parmi ces Ukrainiens-là, il y a des pro-russes, des traites, qui ont écouté minutieusement les Occidentaux, qui ont dit, ah, c'est comme ça on fabrique. Hein. Mais quand les Occidentaux ont commencé, eux là, ils ne sont pas partis en Occident. Ils sont restés en Ukraine là-bas. Et puis ils copaient maintenant avec les Russes. Donc ceux-là, ne soyons pas étonnés que demain, ils filent tout aux Russes. Ils disent, voilà ce que les Américains nous ont montré. Voilà, ça c'est la France qui nous a montré. Mais bien sûr. Et donc cette technologie, ils vont transmettre ça aux Russes. Mais c'est comme ça. Les Occidentaux, ils étaient à fond dans cette histoire d'Ukraine. Ils pensaient que c'était acquis. Ils pensaient que la Russie n'allait jamais mener une opération spéciale. Donc, ils donnaient tout leur savoir. Pour eux, l'Ukraine, c'était déjà l'Union européenne. Pour eux, l'Ukraine, c'était déjà l'Amérique. Donc, ils ont donné beaucoup de savoir à ces gens-là. La Russie est en train de prendre une partie. Et les gens qui sont là-bas, là, beaucoup collaborent avec les Russes. Ils vont dévoiler, ils vont montrer les secrets. C'est très important. C'est comme les armes occidentales qui vont en Ukraine. Pour eux, ils sont déterminés à combattre les Russes. Pour eux, là, il faut détruire la Russie. Donc, ils envoient leur dernière technologie. Ces armes qu'ils envoient là-bas. Ils envoient les drones. Il y a beaucoup de drones américains que les Russes ont pris. Mais ça, c'est un transfert de technologie gratuitement. Mais bien sûr, il y a beaucoup de drones américains qui sont tombés sous le contrôle des Russes. Même les Bayraktar, trucs turcs, ces drones-là, les Russes ont pris le contrôle de beaucoup de Bayraktar. Et donc la technologie du drone turc, mais ça rentre dans les mains des Russes gratuitement. Eux là, ils vont aller démonter et étudier ça. Ils vont étudier les drones trucs américains. Et puis les armes, les chars de guerre européens, les missiles anti-chars, les missiles anti-aériens, les trucs comme ça, beaucoup sont tombés dans les mains des Russes. Eux là, ils vont aller démonter pour étudier. Donc, c'est un transfert de technologie gratuitement, gratos, qui donne aux Russes. Or, si les Russes voulaient acheter ces armes pour aller en Russie, ils allaient dire non, 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 on ne vend pas ces armes pour ne pas que les Russes trichent notre technologie. Ils ont donné certains missiles anti-navires, certains missiles trucs. Et ces missiles-là, les Ukrainiens n'ont même pas encore utilisé, c'est tombé sous le contrôle des Russes. Et donc les Russes, ils vont ouvrir ces missiles, ils vont étudier, ah donc c'est la technologie occidentale. Bon, nous, on va améliorer, on va augmenter pour faire de ça une autre technologie. Donc les Occidentaux ont fait d'erreurs, d'énormes erreurs. Après cette opération-là, la Russie va encore devenir puissante. Oui. Je viens. Oui. Ça va? Bien. Oh. Voilà. Donc, vous comprenez? Et la Russie va encore devenir puissante sur le plan technologique, sur le plan de l'armement. Sur le plan technologique et sur le plan de l'armement. Aujourd'hui, les Américains, ils hésitent. Ils veulent envoyer d'autres armes. Mais ils sont là à hésiter. Ils ont dit, ah, si on envoie ça, les Russes risquent de prendre ça. Et ils vont prendre notre technologie. Les Ukrainiens disent, ah, donnez-nous ça. Ils disent, aux États-Unis, les gens, ils ont peur. Ils ont dit, on a déjà donné beaucoup d'armes, les Russes ont pris le contrôle. Ça là, si on donne encore, ils prennent le contrôle. Mais il n'y aura plus de secret pour nos armes.
Il n'y aura plus de secret pour nos armes. Les Russes vont étudier toutes nos armes. Et donc, on fait comment? Ils voulaient même amener d'autres drones qui n'ont pas encore amené. Mais ils ont refusé. Ils ont dit, ah, si on amène ça, les Russes, on risque de prendre le contrôle. Donc, ils ne veulent pas. Donc, vous comprenez déjà que eux-mêmes, ils commencent à hésiter. Ils commencent... Leur canon César, ça risque de tomber dans la main des Russes. Et c'est fini. La France, on n'aura plus de trucs. César, là. La Russie va avoir la technologie de trucs du César. Même si la Russie a ses propres canons qui équivaut au canon César. Mais quand la Russie va prendre le contrôle de cet obusier César, mais ils vont étudier. Et puis ils vont améliorer, ça va dépasser pour les Français. Et donc voilà un peu dans quoi ils sont. Donc voici un peu ce qui se passe. Maintenant, il y a eu une tension entre Kaliningrad et la Lituanie. C'est très important. Et tous ceux qui me suivent, ils doivent savoir une seule chose. Il y a eu un accord en 2004 au nom de la reconnaissance de l'État lituanien de la part de la Fédération de Russie. Parce que la Lituanie est un nouveau pays. La Lituanie est un nouveau pays parce que c'est un pays qui n'était pas là. Parce que tout ça là, c'était l'Union soviétique. Il faudrait que ça soit clair. Et il y a 30% de la population russe au sein de Lituanie. La Lituanie, il y a 30% de la population russe. Donc, il y a 30% des gens qui parlent russe qui sont en Lituanie là-bas. Donc, il y a déjà des infiltrés russes. S'il y a un mouvement là, c'est sur ceux-là, la Russie compte. Pour dire, hey, c'est vous qui vivez là-bas, vous connaissez tout. Filez-nous les infos, on va quitter ici. Donc, c'est ceux-là qui collaborent, Donc, les asticots sont déjà dans la banane. C'est déjà cuit à mon là. C'est cuit. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait eu un accord entre la Lituanie et la Russie. Cet accord disait que la Russie devrait reconnaître l'indépendance de la Lituanie. En retour, la Lituanie devrait laisser les gens de Kaliningrad utiliser, c'est-à-dire laisser la Russie utiliser le chemin de fer lituanien pour alimenter Kaliningrad, pour ne pas que cette partie de la Russie soit isolée. En retour, la Russie reconnaît l'indépendance. Parce que la Russie n'avait pas encore reconnu l'indépendance. Et la Russie considérait la Lituanie comme une partie de la Russie. Est-ce que vous comprenez? Et donc la Russie a donné l'indépendance à la Lituanie en 2004. En retour, il devrait avoir la libre circulation des personnes et des matériels sur le réseau ferroviaire lituanien. Et cet accord a été validé par les deux parties. Aujourd'hui, la Lituanie fait partie de l'Union européenne. La Lituanie fait partie de l'OTAN. À travers cette opération spéciale en Ukraine, la Lituanie a pris l'engagement parce qu'elle dit que l'UE a sanctionné la Russie, interdisant la Russie de faire circuler des matériels sur un territoire de l'Union européenne. Est-ce que vous comprenez? Donc la Lituanie, faisant partie de l'Union européenne, décide de bloquer le chemin de fer en disant que la région de Kaliningrad, c'est-à-dire c'est une partie de la Russie, ne doit plus utiliser son réseau ferroviaire pour transporter des marchandises pour là-bas. Martina Katrini a dit, le mec sort des trucs. Stan Tchotcho, bon. A dit le mec, je suis renseigné. C'est parce que je connais.
Quant à vous qui lisez les médias mainstream, qui vous mentent à longueur de journée, qui font de la propagande et qui croyez en ces médias-là, nous les autres, on ne suit pas ces gens de médias. On sait où on tire nos sources. On sait quels sont ceux qui nous informent des vrais faits du terrain. C'est très important. Alors, donc la Lituanie vient de violer l'accord qu'il y avait entre la Russie et la Lituanie. Donc c'est un viol de l'accord. Il ne s'agit pas là de l'UE, mais il s'agit d'un accord signé entre les deux parties, disant que bon, tu me laisses transiter mes marchandises sur ton territoire avec ma population. En retour, moi, je t'accorde ton indépendance, je ne vais plus te fatiguer. Je ne vais plus te dire que tu n'es plus indépendant. Je ne vais plus te fatiguer, je ne vais plus dire que tu fais partie de mon territoire. Donc à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Mais ta liberté, tu l'as uniquement parce que tu me laisses transiter mes choses sur ton territoire et tu ne me bloques pas. Donc, ça a été l'accord en 2004. Donc, c'est clair. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas violé cet accord. Mais la Lituanie, en prenant une telle position, en disant à la Russie que non, la Russie n'a plus le droit de faire circuler des matériels sur son territoire à travers son réseau ferroviaire, et en mettant un blocus sur la région de Kaliningrad, ce qui veut dire que la Lituanie est en train de détruire l'accord qui régissait entre la Russie et la Lituanie. Est-ce que je suis clair? Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, cet accord-là, la Lituanie vient de violer cet accord. Donc, la Russie peut décider d'un moment à l'autre, demain, soit pour déposer une loi sur la table à la Douma russe pour dire, bon, la Lituanie faisait partie de l'URSS. Nous avons accordé l'indépendance à la Lituanie en 2004. Mais cette indépendance-là, la Lituanie l'a eu parce qu'il y avait un accord. Devrait reconnaître ceci. Aujourd'hui, la Lituanie dit, bon, elle ne reconnaît plus. Elle ne veut plus respecter l'accord qu'il y avait entre la Russie et la Lituanie. Mais en retour, la Russie peut dire, bon, nous aussi, on ne va plus respecter l'accord qui dit que vous êtes indépendant. La Russie peut décider pour dire, bon, comme vous ne voulez plus respecter cet accord-là, nous aussi, on ne vous considère plus comme pays indépendant, mais on vous considère comme une partie de la Russie. Ah tiens, voici le problème. Et si les députés de la Douma votent pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, la Lituanie n'est plus indépendante, et que la Lituanie fait partie de la Fédération de Russie, qu'est-ce qui arrivera? Voici le vrai danger. Or, la Lituanie est sécurisée par l'OTAN, est sécurisée par l'Union européenne. Et la Russie, en tant que grande puissance militaire, ne peut pas accepter que Kaliningrad soit sous blocus et voir des Russes mourir. On fait comment? Est-ce que Poutine que vous voyez là, est-ce que Poutine que vous voyez là, il y a 3 millions de Russes à Kaliningrad. Est-ce que vous voyez Poutine rester là? Les Lituaniens vont dire, bon, rien ne passe ici. Ils n'ont qu'à mourir là-bas. Parce que l'espace aérien lituanien est fermé. Hein? Son réseau ferroviaire est fermé. Donc, les Russes qui sont à Kaliningrad, eux, ils ne mangent pas. Poutine ne va pas les laisser, les 3 millions de Russes, mourir de faim parce que la Lituanie a bloqué. Voilà le vrai danger. Nous tendons vers une guerre ouverte entre l'Union européenne, l'OTAN et la Russie. C'est une bêtise que l'Union européenne vient de commettre. Et c'est cette bêtise-là qui va conduire à une guerre. Déjà, ce qui se passe en Ukraine, c'est parce que la Russie reprochait
au gouvernement ukrainien d'avoir massacré les gens du Donbass. Donc, ce n'est pas les gens de Kaliningrad que Poutine va laisser 3 millions de personnes mourir, crever de faim, parce que soi-disant l'Union européenne a mis un embargo et donc eux là, ils n'ont pas le droit de voyager, tout est bloqué. Ah, les Russes ont dit, ils ont convoqué le représentant, c'est-à-dire l'ambassadeur de l'Union européenne à Moscou. Ils l'ont convoqué pour lui faire comprendre, de dire à leur État, la Lituanie, de faire le déblocage du blocus immédiatement. Ils n'ont qu'à donner des conseils à leur État. Parce que si la Lituanie refuse de débloquer, la Russie prendra des mesures militaires. Ce qui veut dire, elle va forcer le déblocage du blocus. Ce qui revient à dire que la Russie sera obligée d'attaquer la Lituanie. Qui dit attaquer la Lituanie, dit attaquer l'OTAN. Et donc une guerre ouverte entre l'OTAN et la Russie. Est-ce que les Occidentaux sont prêts à aller en guerre militaire avec la Russie au nom de la Lituanie? Qui a commencé? Ou est-ce que les Occidentaux vont trouver des prétextes pour dire non, c'est la Lituanie qui a commencé et donc nous, on n'est pas là-dedans, bon, on va les soutenir, on va leur donner des matériels militaires. Voici le vrai danger. Donc c'est ça la question que tout le monde se pose. Les tensions montent. Je dis, la tension monte, on doit avoir les yeux sur cette partie de la région. Parce que si guerre devrait éclater entre l'OTAN et la Russie, ça allait être à partir de cette partie de la région du monde. Donc, le monde entier regarde la Russie en tant que grande puissance. La Russie ne peut jamais accepter qu'une partie de sa population soit sous un blocus de surcroît des trucs de l'Union européenne ou bien des trucs de l'OTAN. Et les Russes, 3 millions de Russes vont mourir. Ah, c'est la guerre entre... Quand le Japon rentrait en guerre, c'est cette histoire de blocus qui avait provoqué l'entrée du Japon en guerre. Parce que les Américains avaient mis un blocus autour du Japon. Et ils ne voulaient pas que les Japonais sortent pour alimenter leur pays en énergie parce que les Japonais manquaient d'énergie. Et à un moment donné, les Japonais ne pouvaient pas mourir. Ils étaient obligés de forcer ce blocus que les Américains avaient mis en attaquant les navires américains. Et ça a été le début de la guerre où le Japon rentrait en guerre contre l'Amérique et ses alliés. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il y a survie d'un peuple. Si la Russie ne fait rien, Poutine risque de perdre Kaliningrad. Oh, c'est inadmissible de perdre Kaliningrad. Il y a une forte présence russe au cœur même de l'Europe. C'est-à-dire Kaliningrad se trouve entre la Lituanie, la Pologne et ça y est au milieu. Et puis il y a la Suède là. Et donc à partir de là, la Russie peut contrôler, peut avoir accès à la mer de Barents. C'est-à-dire, c'est la mer, non, la mer de Barents. Non, c'est pas Barents. C'est la mer, quoi là? Il y a une mer là, la Russie a accès à cette mer directement. Et il y a une très grande flotte russe. Il y a des sous-marins, il y a des trucs, des avions de guerre, il y a des missiles nucléaires. Donc la Russie ne peut pas abandonner cette partie pour faire plaisir au truc. Donc Poutine sera dans l'obligation d'agir. Mais avant d'agir, il faut toujours la diplomatie. De la manière la Russie a fait l'Ukraine. Depuis 2021, où Poutine a fait des démarches pour dire, ah, on n'a qu'à signer des accords, arrêtez d'attaquer, arrêtez d'attaquer. Et quand l'Ukraine n'a pas voulu accepter l'Ukraine, hein, c'est-à-dire le président ukrainien n'a rien accepté, il n'a pas voulu signer quoi que ce soit. Et c'est suite à ça, Poutine a dit, bon, si c'est le cas, je reconnais les deux républiques. Et puis il a attaqué. C'est suite à ça qu'il a attaqué. Mais avant ça, il a fait des démarches diplomatiques. Il s'est croisé même avec Joe Biden en Suisse. Il a croisé même des responsables. Les Macron sont partis à Moscou, ils ont négocié. Mais il n'y a pas eu d'accord. Et c'est suite à ça, les hostilités se sont déclenchées. Maintenant, côté lituanien là, la Russie est en train de mener des trucs, une diplomatie pour demander à l'UE de dire à la Lituanie de lever immédiatement le blocus. Dans le cas contraire, la Russie prendra des mesures militaires.
Donc, ce qui veut dire, Poutine, il est dans sa botte. S'il faut faire la guerre contre l'OTAN, il est prêt parce qu'il ne peut pas abandonner 3 millions de Russes mourir. Parce qu'un petit État lituanien qui fait 1 million d'habitants va humilier la grande Russie, c'est foutaise pour Poutine. Non, c'est la mer Baltique. Voilà, c'est pas mer Rouge, c'est la mer Baltique. Voilà, la mer Baltique. Donc, c'est cette partie de la Russie qui permet à la Russie d'avoir directement accès à la mer Baltique. Qui permet à la Russie de contrôler Suède, la Suède, qui permet à la Russie de menacer un peu la Pologne de l'autre côté. Parce que là-bas, ça fait frontière à la Pologne. Donc, de là, la Russie peut frapper la Pologne. Et donc, voici un peu ce qui se passe. Voici un peu ce qui se passe. Donc, ayons les yeux sur ça. Ayons les yeux sur ça. Parce que si l'Union européenne, dans leur objectif de vouloir affaiblir la Russie, parce que la bêtise humaine, c'est comme ça. Hein? C'est-à-dire, quand le malheur veut arriver là, Dieu endurcit le cœur des gens. Dans leur bêtise de vouloir affaiblir la Russie, ils vont peut-être pousser, même les anglo-saxons. Je suis sûr que les anglo-saxons, c'est-à-dire les Américains, les Anglais, ils sont capables de dire à la Lituanie, non, 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 ne levez pas le blocus. Mettez le blocus, ne les laissez même pas passer. Et comme ça, Poutine va se retirer de l'Ukraine. On va mettre la pression sur lui. Mais ça va engendrer d'autres choses. Donc, ils sont capables de pousser la Lituanie à prendre une position dure pour maintenir le blocus. Or, si la Lituanie maintient le blocus, la Russie sera dans l'obligation de libérer, de débloquer cela pour permettre à son peuple qui est là-bas d'avoir la liberté de circulation. Dans le cas contraire, ça sera une guerre généralisée. Et donc, voilà un peu. Ce sont des calculs des humains qui font qu'on calcule mal et nos calculs nous poussent à certaines choses qu'on ne peut plus rattraper. La Russie utilise la voie maritime pour approvisionner, mais pas longtemps. Parce qu'elle ne peut pas utiliser. C'est-à-dire, si les gens de Kaliningrad veulent voyager, ils vont monter encore dans un bateau. Non, à un moment donné, ça suffit. Ils vont prendre le train pour voyager. C'était l'accord. Dans le cas contraire, la Lituanie ne sera plus reconnue comme État, mais ça sera reconnu comme une partie de la Russie. C'est clair. Des gens veulent voyager, ils vont prendre un bateau qui fait plusieurs jours sur l'eau. Ils ne vont pas tout le temps prendre bateau. Attends. Donc, s'ils veulent venir en Biélorussie, ils vont prendre bateau pour contourner partout. Non. La Russie ne peut pas accepter. Et c'est la Russie qui donne l'électricité à la Lituanie. La Biélorussie et la Russie. Donc, pour dire, ils ont déjà menacé pour dire qu'ils vont couper courant là-bas. Dans toute la Lituanie, ça c'est une première manifestation du mécontentement russe. Donc, d'abord, ils vont couper le courant dans toute la Lituanie. Secondo, si la Lituanie est têtue qu'elle ne veut pas, les mesures physiques seront prises. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Maria Zakharova hier, elle a fait comprendre que non, faut pas, la Lituanie va oublier que c'est la Russie qui l'alimente en électricité, ainsi que la Biélorussie. Et donc, il se peut qu'ils coupent l'énergie dans le pays. Et ensuite, si ça continue, les mesures militaires seront prises. Donc, là où ils sont, ils savent que c'est un truc entre l'Occident et la Russie. Et Poutine, il est prêt. Il sait que à un moment donné, quand ça va aller trop loin, l'Occident va reculer. Et les Occidentaux, ils ont compris que Poutine, il ne rigolait pas. C'est quelqu'un qui ne rigole pas, il va jusqu'au bout. Et donc, ils ont compris la leçon. Je sais qu'ils vont reculer, ils ne vont pas vouloir appuyer la Lituanie et tout. Parce qu'à un moment donné, les Lituaniens vont comprendre que s'ils ne font pas de truc, ils risquent de perdre leur pays. Ils risquent de perdre leur pays, ou bien leur pays sera, ne fera plus la liaison avec la Pologne. Parce que s'il y a une attaque du côté de Kaliningrad et puis une attaque du côté de la Biélorussie, ça va faire que Kaliningrad et Biélorussie vont se rallier et la Lituanie va perdre sa frontière terrestre avec la Pologne. Et c'est fini. Donc pour voyager, pour aller en Pologne, ils seront obligés de prendre la mer. Soit ils ont deux choix. Accepter
ou soit de perdre leur pays, c'est clair. Ils sont 1 million de trucs de Lituaniens, ils vont faire quoi? Face à truc à la Mada russe, il faudrait qu'ils réfléchissent pour prendre une bonne décision, pour ne pas qu'ils regrettent demain. La Russie est partout. La Russie, non seulement appartient au Moyen-Orient, appartient à l'Asie et appartient à l'Europe. Donc, c'est un pays qui est partout, en fait. Donc, la Russie, c'est un grand pays. Quand on parle du Caucase, on parle des Tchétchènes, c'est des gens, ils sont au Moyen-Orient là-bas. C'est des gens, ils sont trucs. Donc, du coup, la Russie a une partie qui est au Moyen-Orient. Vous voyez, quand on dit Moyen-Orient, là, tout ça là, mais c'est grand, hein? Moyen-Orient, là, c'est grand. Moyen-Orient, c'est grand. Hein? Moyen-Orient, la Turquie, le truc, l'Arménie, l'Afghanistan, tout ça là, même si c'est proche de l'Asie, mais ça fait partie du Moyen-Orient. Moyen-Orient, c'est pas des petits trucs. Donc, la Russie, puisque la Russie fait frontière avec la Géorgie et tout, donc la Géorgie, on peut dire c'est l'Occident. Mais la Géorgie, quand je prends la carte, la Géorgie fait frontière avec la Turquie. Et donc, qui dit Turquie qui est au Moyen-Orient, je peux dire, et la Russie qui fait frontière à la Géorgie, je peux dire la Russie a eu une partie au Moyen-Orient, a eu une partie en Europe, par exemple Kaliningrad, et puis truc, comme on appelle ça, Saint-Pétersbourg, hein, Moscou, tout ça là, ça c'est vers l'Europe. Maintenant, vers la Sibérie, ça c'est vers l'Asie. Et donc, la Russie fait partie de l'Europe, fait partie du Moyen-Orient et fait partie de l'Asie. Donc, voilà pourquoi la Russie, en son sein, a des bouddhistes, a des musulmans et a des chrétiens. Voilà, il y a beaucoup de musulmans. En Russie, il y a des bouddhistes vers le Moyen-Orient, vers les régions asiatiques là. Il y a beaucoup de bouddhistes, puisque en Asie, c'est le Bouddha que les gens adorent, mais en Russie aussi, vers la partie asiatique, il y a des bouddhistes là-bas. Et vers la partie européenne, il y a des chrétiens. Donc voilà comment ça se passe à Tia. Donc c'est un pays qui est vaste, 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions, s'il vous plaît. Et si la Russie ajoute la partie qu'elle est en train de grignoter vers l'Ukraine, qu'elle est en train de grignoter vers l'Ukraine, mais ça va augmenter encore sa superficie, vous comprenez? Et donc c'est un grand pays. Voilà pourquoi s'il y a guerre nucléaire entre la Russie et les autres pays, là, ils vont détruire la Russie. Mais les Russes auront toujours une partie où vivre. Mais les autres pays, là, quand ils seront frappés, eux, ils vont aller vivre où? C'est à ça les gens devraient penser. Avant de dire, hein, s'il y a guerre, on va détruire la Russie. Oui, vous allez détruire. Mais la Russie est tellement grande qu'ils auront d'autres parties où aller vivre. Ils vont aller reconstruire là-bas et vivre là-bas. Où les radioactifs ne vont pas arriver. Mais vous, j'imagine un pays comme la Belgique qui est minuscule. Il suffit de 2 frappes, de 2 bombes, bouh, et puis c'est fini. Eux, ils vont aller vivre où, les Belges? Un pays comme un truc, Luxembourg. Une frappe d'une bombe. Et puis c'est fini, le pays disparaît. Un pays comme un truc, Pays-Bas, la Hollande. 4 frappes de trucs. Et puis c'est fini, le pays disparaît. Quand je regarde ça, et puis ce sont ces pays-là qui sont devant, qui sont chauds là, ça me fait pitié en fait. Parce que je me dis, vos pays ne sont pas grands. Il suffit de 2 frappes. 2 frappes chirurgicales. Et puis vos pays disparaissent. Mais l'autre, lui, il a 17 millions de kilomètres carrés. Vous pouvez détruire Moscou, vous pouvez détruire Saint-Pétersbourg. Mais il peut aller vers Sibérie là. Même s'il y a fraîcheur là-bas, il est capable d'aller habiter là-bas quand même. Parce qu'il a encore de l'espace pour y vivre. Mais vous avez quel espace? Imaginons la France. Une France qui va recevoir au moins 100 missiles. Bien dosés. Mais les Français vont aller vivre où? Quand le pays sera détruit, ils vont aller vivre où? En Afrique? Mais regardez, donc avant de faire n'importe quoi, il faut réfléchir d'abord à l'endroit où tu vis. Tu sais que l'endroit où tu vis là, c'est pas grand. Si c'est frappé, si des milliers de missiles déversent sur ton endroit, c'est fini. Avec la radioactivité là, les gens de ton pays ne peuvent plus vivre. Ils vont aller habiter où?
Ils devraient penser à ça. Les Américains, oui, ils peuvent se vanter, ils peuvent dire, bon, si ça se déclenche, si ça frappe, eux là, leur pays est grand, donc ils peuvent aller vivre dans d'autres coins. Mais vous, vos pays sont minuscules, et c'est vous qui êtes chaud. C'est à nous, c'est à nous. Réfléchissez. Avant d'être chaud, il faut penser d'abord au territoire sur lequel vous vivez. Il dit les Belges vont vivre en RDC. Ou bien ils vont venir vivre en Côte d'Ivoire. Oui, il se peut que c'est ce qu'ils pensent. Voilà pourquoi ils sont agités. Ils sont agités. Il y a des petits pays là. Hein? Oh, vraiment. La Lituanie, la Lettonie, hein? L'Estonie. C'est-à-dire, voilà des pays qui font 1 million d'habitants. D'autres même, c'est 500 000 habitants. Ils ne valent même pas 1 million. Il suffit d'une seule frappe et puis leurs pays disparaissent. Mais c'est eux là qui sont chauds. Nous là, on va aller au front. Tu vas aller au front avec combien de personnes même? 500 000 personnes là. Vous êtes 500 000, vous habitez dans un minuscule endroit. Bon, il y a combien de soldats, il y a combien d'enfants, il y a combien de trucs de femmes? Une seule frappe d'un missile, ça mate et puis c'est fini. Votre pays n'existe plus. Au lieu de penser à ça, non, ils sont agités. Vraiment, l'homme, il agit comme un animal, vraiment. Dans ce monde, ceux qui devraient parler, ce sont les grands. Quand tu sais que tu es petit là, tu te fais petit. Les Chinois, les Russes, les Américains, oui, les Canadiens, oui, ils peuvent parler parce que leur territoire est immense. Ils savent que si c'est frappé là, ils peuvent aller habiter ailleurs. Mais vous êtes minuscule et c'est vous qui criez. Oh, à un moment donné, hein, ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous. Oui, la Crimée fait partie de la Russie. Et puis les territoires conquis récemment, du Donbass, le sud, hein, Kherson et tout ça là. Bon, quand ils vont ajouter ça là, ça va atteindre les trucs, les 18 millions d'habitants, 18 millions de périmètres carrés. Hein. Ah oui, Poutine, lui, il augmente le nombre de périmètres carrés. Donc lui, il peut parler, il peut dire, bon, s'il bombarde les Russes de Moscou, au moins ceux de la Crimée, ils peuvent survivre. S'ils bombardent ceux de la Crimée jusqu'à Moscou, au moins ceux de trucs comment on appelle ça, les régions de l'Asie qui sont proches de la Corée du Nord et de trucs de la Chine, là-bas, là, les Russes vont courir pour aller là-bas, pour vivre là-bas. Donc, ils ont assez de terre. Ils ont assez de terre où ils peuvent vivre. Mais vous, vos territoires ne valent même pas 1 million de kilomètres carrés. C'est les 322 000 là. Les 600 000 kilomètres carrés. Et c'est vous qui vous gonflez. On vous parle de Samat. La Russie en a 6 000. Il suffit au moins 100 bons missiles Samat bien dosés sur la France et puis c'est fini. Les Français se calment vite. Ça ne vaut même pas 1000. Hein. 100 missiles Samat bien dosés sur la France. Douille. Et puis c'est fini. Les Français se calment. Ils vont faire diarrhée vite fait. La Lettonie, ça c'est pas Samat. C'est petit frère de Samat, bien dosé, et puis les Lettoniens, ils se taisent. L'Estonie, c'est la même chose. La Pologne qui crie là. C'est 4 missiles bien dosés de Samat. Et puis, Douda, le premier ministre ou bien le président Douda, il ferme sa bouche. C'est-à-dire, la Russie a de quoi les faire taire. Dès les premières heures, chaque pays reçoit au moins une bonne dose douille, et puis c'est fini. Ils vont avoir diarrhée. Eux-mêmes, ils vont quitter l'alliance vite fait. Et ils vont les menacer. Si vous continuez les territoires qui restent là, je vais détruire ça encore. Ils vont soulever le drapeau blanc pour dire on ne fait plus partie de l'alliance. Vous allez dire, laissez-nous les grands parler. J'ai affaire aux Américains. J'ai affaire à Joe Biden. Parce que l'Angleterre n'est pas grand. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire, le territoire que la Russie a pris en Ukraine, là, Donbass, Kherson et tout ça, ça fait déjà le Royaume-Uni.
Donc l'Angleterre, ce n'est pas un pays qui est grand. Bon, s'ils ajoutent l'Irlande, les trucs comme ça, c'est là bon, ils deviennent un peu grands. Mais si Irlande du Nord, Irlande du Sud ne s'associent pas à l'Angleterre même, hein? Si Islande ne s'associe pas à l'Angleterre, est-ce que c'est l'Angleterre même qui reste là? Ah tiens, pour les anéantir là, ils sont entourés d'eau, des vraies frappes. Et puis c'est fini, ils sont engloutis, c'est l'eau qui les envahit. Il suffit d'envoyer au moins 10 bons Poséidon, c'est-à-dire le drone sous-marin russe, 10 bons Poséidon sur les côtes anglaises, avec quelques missiles Samad, ça battre sur Londres, ça battre sur Chelsea, ça battre sur Liverpool. Chaque ville reçoit au moins 2 missiles. Big Joe, lui-même, il va, c'est dans Bouka, il va rentrer. Il va courir pour aller où même? Il y a la mer partout. Ah, tiens, les Samad pleuvent sur votre pays. Vous allez partir où? C'est pour crier. C'est pas l'Allemagne, hein? La Russie n'est pas l'Allemagne. Le Furan, c'est parce qu'il ne disposait pas de trucs, de tels missiles qu'il prenait ses vieux avions pour bombarder Londres. Mais avec Poutine, il ne va même pas aller à Londres. C'est depuis son territoire et puis il frappe Londres. En distance. Et puis il fait calmer les Londoniens. Et vous n'allez pas fuir. Vous allez fuir même pour aller où même? Tunnel qui vous relie entre la France et les trucs. C'est ça même Poutine va frapper premièrement. Il va détruire ça. Il n'aura plus de tunnel. Pour quel train? Non, il frappe ça. Et tout va être inondé. Dans le tunnel même, il y aura un truc en l'eau de la mer dedans. Vous n'allez pas sortir. Vous allez partir où? Sur l'eau là. Peut-être vous allez monter dans des sous-marins pour fuir pour aller aux États-Unis. Ou au Canada pour aller vous réfugier là-bas. Donc quand vous avez des petits pays comme Londres, on a une puissance militaire. Avant, c'était avant. Avant là, les missiles d'avant. Ou bien les petits chars d'avant là, ça ne pouvait pas anéantir Londres. Maintenant là, il y a des vrais suppositoires. Une seule frappe et puis c'est fini. Quand c'est comme ça, faites-vous petit. Parce que votre pays est restreint, est minuscule. C'est comme Israël. Moi, les Israéliens, pourquoi ils ne veulent pas que les Iraniens aient une arme atomique? Pourquoi? Je pose la question. C'est pas parce que si l'Iran a arme atomique, l'armée iranienne va être plus puissante que l'armée israélienne. Non, ça n'a rien à voir. Mais les Israéliens, ils savent, ils sont conscients que Israël n'est pas un grand pays. Est-ce que vous comprenez? Ils savent que Israël, là, c'est pas un grand pays. C'est un pays qui est minuscule, qui est au milieu là-bas. Et donc, même s'ils ont une armée puissante, plus que celle de l'Iran, si l'Iran dispose d'une arme atomique, s'il y a un affrontement entre eux et les Iraniens, s'ils prennent le dessus sur l'Iran, il suffit à l'Iran de réussir au moins 2 bons tirs bien précis pour toucher le territoire israélien et puis c'est fini pour Israël. C'est fini pour eux. Qu'est-ce qui va leur rester? C'est à ça ils pensent. Et puis ils disent, oh, ceux-là ne veut pas qu'ils aient un truc arme atomique. Parce qu'ils ont compris que leur pays est minuscule. Et que 2 frappes seulement sur leur territoire, c'est fini pour eux. Leur territoire ne peut plus être habité. Ils seront obligés de fuir et immigrer partout dans le monde. Comme auparavant. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Donc quand un pays est petit là, il ne fait pas le gros dos envers les gros pays. Pourquoi Israël, quand la Russie parle, les Israéliens, ils écoutent les Russes? Pourquoi quand Poutine parle, ils dépêchent quelqu'un pour aller voir Poutine vite fait? Et puis ils ne disent pas à Poutine, non, on n'en a rien à foutre de vous. Nous, on va vous combattre. Vous allez voir, on va vous anéantir, vous les Russes. Parce qu'ils comprennent que même s'ils ont l'arme atomique, la Russie en a. Ils peuvent frapper la Russie, il n'y a pas de souci. Mais il aura une grande partie de la Russie. Mais il suffit à la Russie de frapper sur Israël et puis c'est fini pour Israël. Donc quand c'est comme ça, ils voient, on dit Dieu connaît bagage qui est lourd. Quand c'est comme ça, c'est pas parce qu'ils n'ont pas une capacité de frapper la Russie. Hein. Ils peuvent frapper la Russie, détruire des villes russes. Mais il y aura toujours des villes russes qui vont rester. Mais il suffit à la Russie de détruire d'autres villes russes, trucs israéliens, et puis c'est fini pour Israël. C'est fini. Israël ne peut plus rien faire. Israël va disparaître. Et donc, quand c'est comme ça,
Ils comprennent, les Israéliens comprennent. Ils négocient avec Poutine. Ils ne veulent pas le pousser à bout. Ils négocient avec les vieux pères. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que l'Iran ait l'arme atomique. Donc les Anglais, là, ils doivent être intelligents. Votre pays est petit. Et vous pensez que vous êtes au temps colonial. Avec Poutine, ça ne rigole pas. Faites très attention. Il lui suffit d'avoir au moins 60 bons suppositoires sur votre pays et puis c'est fini. L'Angleterre n'existe plus. Ils vont parler avant, ça va rester dans l'histoire. Ils vont dire, bon, il était une fois un pays existait, ça s'appelait Angleterre. Voilà, il y avait un dirigeant qui dirigeait un pays qu'on appelait la Russie, qui avait fait ici, donc ils ont disparu. Vous allez partir en Afrique là-bas, les Africains vont vous marier, vos filles là. Vous allez leur apprendre à parler anglais. Il dit Kaneba, c'est ça même. Bon Kaneba. Donc voilà un peu, si on se laisse. On se laisse. Je remercie tout le monde. Passez une très bonne soirée. Prenez très bien soin de vous. Ciao, c'était l'incontournable Guerre compris.